Les formulaires sont omniprésents dans les produits numériques. Et simplifier leur remplissage par les utilisateurs est un élément clé pour une expérience qualitative. On discute aujourd'hui d'une pratique souvent oubliée, absolument clé pour permettre cela. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par The KKOS Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. On va parler aujourd'hui des formulaires, on en retrouve partout, pour s'inscrire, pour contacter quelqu'un, pour réaliser un paiement, pour faire un post sur Instagram, pour commander un taxi ou un Uber, pour réserver son billet de train, pour commander les cadeaux de Noël, enfin bon. Les formulaires, ils sont absolument partout. Dès qu'il y a une action un petit peu complexe dans une interface, ça va passer sur un formulaire. Alors, ça prend plein de formes variées, visuellement et au sein de l'expérience, en fonction du support, si c'est sur mobile, si c'est sur desktop ou pas. Mais globalement, voilà, c'est ce même composant de formulaire. En tant que designer, c'est un de mes rôles principaux que d'améliorer l'expérience utilisateur dans ces parcours-là, parce que c'est des parcours un petit peu compliqués, c'est des parcours où on va pouvoir avoir un impact relativement important sur la complétion et donc la bonne réalisation de la tâche, on va dire. Et donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour ça, notamment tout ce qui est hiérarchie de l'information, tout ce qui est choix des champs qui sont mis en avant, l'ordre dans lequel ils sont mis en avant, l'UI dans laquelle ils sont mis, qui peut faciliter la lecture. Et il y a aussi tout ce qui est expérience de remplissage. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a plein de moyens d'agir. Ça peut être par le formatage, ça peut être par l'auto-remplissage, et l'auto-remplissage, c'est le sujet du jour. On l'appelle aussi autofill en anglais, et c'est un mot qui va souvent ressortir sous sa forme autofill, mais c'est tout simplement le fait de comment on peut remplir ces champs, soit de manière complètement automatique par défaut sans que l'utilisateur ait rien à faire, ou de manière suggérée, et donc on va voir ça ensemble, quelles sont les formes, dans quelle occasion on peut l'utiliser, et il y a vraiment plein de façons de le faire. Déjà, techniquement, il y a deux façons de mettre en place de l'autofill. Le premier, c'est l'autofill natif de l'appareil de l'utilisateur. La plupart des OS, que ce soit Android, iOS, macOS ou Windows, ont de l'auto-remplissage natif qui va pouvoir remplir pas mal d'informations. Et ça, il faut le configurer, il faut le penser en amont, et c'est souvent oublié. Donc on va en parler aujourd'hui, mais il y a aussi tout ce qui est développement sur mesure que l'on peut faire pour remplir les champs au préalable selon certaines informations que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Et tout ça, c'est absolument nécessaire de le penser dès la phase de design, pour s'assurer déjà que ce soit bien implémenté, bien compatible et efficace, et pour, au final, accélérer la complétion de ces formulaires par les utilisateurs et donc aussi améliorer la conversion d'un point de vue plus business. Bon, bien sûr, l'autofill, c'est pas magique, ça va pas pouvoir tout gérer par défaut pour les utilisateurs sans qu'ils aient rien à faire, mais globalement, pour moi, la règle d'usage, c'est dès que c'est possible qu'on puisse auto-remplir, il faut essayer de voir si on peut le faire, sauf sous certaines conditions qui sont extrêmement importantes. La première condition, c'est si ça ne risque pas de provoquer des erreurs graves. Typiquement, imaginons le cas d'un formulaire pour envoyer un paiement, on va pas auto-remplir le destinataire d'un paiement, parce que c'est hyper risqué. Si l'utilisateur fait juste pas gaffe que c'est déjà rempli et envoie, clairement, on a un souci. Donc, notamment dans des secteurs un peu plus sensibles comme le médical ou la gestion de l'argent, il faut toujours faire attention de se dire, si l'utilisateur ne voit pas que c'est auto-rempli et passe cette étape, est-ce que c'est grave ? Première alerte. Deuxième alerte, si ça ne met pas en danger des informations personnelles de l'utilisateur. Auto-remplir un mot de passe, un numéro de sécurité sociale sur une interface qui peut être plus ou moins publique, ça peut être clairement une faille de sécurité. Et donc, il faut se méfier.
Typiquement, c'est le problème qu'on rencontre le plus, notamment avec les gestionnaires de mots de passe intégrés au navigateur web, c'est que par défaut, ils vont venir afficher le mot de passe de l'utilisateur directement dans le champ, alors caché par les 3 petits points, mais c'est tout à fait possible en fait de venir l'afficher directement à l'écran pour quelqu'un qui aurait accès au device, et donc ça met clairement en risque ses informations personnelles. Et enfin, dernier cas où je recommande de ne pas utiliser l'autocomplétion, c'est si la majeure partie des utilisateurs ne vont pas avoir la bonne autocomplétion par défaut. En fait, si ça vient rajouter une étape, une complexité, un doute, l'autofill dans ce cas-là est un mauvais, juste un mauvais usage qui va plus perturber l'utilisateur ou ralentir l'utilisateur qu'accélérer sa progression. Donc il faut que l'autocomplétion soit extrêmement fiable, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, j'espère qu'on est bon pour l'overview. Maintenant, pour moi, il y a 4 cas dans lesquels on peut utiliser l'autofill. Les informations connues, les informations projetées, les informations capteurs et les informations probables. On va se les décrire ensemble. Le premier usage, c'est pour les informations connues, celles qu'on a déjà pu récupérer à un moment, à un endroit, et qu'on va bien évidemment éviter de redemander à l'utilisateur. Mais dans certains cas, on peut avoir à les remettre au sein d'un formulaire pour que l'utilisateur puisse les modifier à la volée si nécessaire, pour qu'il puisse se réassurer que ce sont bien les bonnes informations, etc., etc. Bien évidemment, dès qu'on a connaissance de cette information, soit nous-mêmes en tant qu'application, en tant que sujet, ou à travers l'autofill de l'OS de l'utilisateur, on va pouvoir auto-remplir tout ce qui est nom, prénom, adresse, email, potentiellement penser à être compatible avec les gestionnaires de mots de passe également pour vos formulaires de connexion. Et ça, en termes d'expérience, c'est des gains rapides et absolument sûrs. Ça coûte rien, on sait que c'est des informations la plupart du temps extrêmement fiables. Et donc, il faut absolument être compatible pour ça. En général, notamment quand on parle de l'auto-remplissage de l'OS de l'appareil, c'est juste une petite ligne de code sur les champs pour dire, en fait, c'est tel type d'information qui est dans ce champ-là, et du coup, il faut que tu le suggères à l'utilisateur en un clic. Donc voilà, ça il faut le penser dès l'étape de design, comme ça permet de s'assurer qu'au moment où on fait la QA avec les développeurs, ça a bien été implémenté, bien pris en compte, et que l'utilisateur bénéficie de cette expérience. Donc voilà, dès qu'on a les informations connues, on essaye de les mettre par défaut, que ce soit par l'OS ou par un développement custom, aller rechercher les variables en base de données pour pouvoir les afficher par défaut à l'utilisateur. Deuxièmement, il y a tout ce qui est information projetée. Vous avez très probablement un historique de ce qu'a fait la personne sur votre plateforme ou des autres utilisateurs, et dans certains cas, ça peut permettre de simplifier la saisie de certaines informations basées sur cela. Typiquement, si on utilise des logiciels de map pour pouvoir se diriger d'un endroit à l'autre, quand je vais rechercher une destination, par défaut, on va me sélectionner le moyen de transport que j'ai le plus l'habitude d'utiliser. Donc quand j'utilise Google Maps sur mon iPhone, en général, ça va me proposer soit les transports en commun, soit le vélo, parce qu'il sait que c'est ce que j'utilise le plus sur Google Maps. Et donc là, tout bêtement, ça m'économise un clic de devoir changer, et ça simplifie mon expérience basée sur l'historique de ce que j'ai déjà fait. Un peu dans le même style, sur mon application de gestionnaire de mots de passe Sésame, ça me recommande par défaut quand je crée quand j'enregistre un nouveau compte dans l'application, mon adresse mail, parce que c'est celle que j'ai utilisée sur la plupart de mes comptes enregistrés dans l'application Sésame, et du coup, ça me recommande directement mon mail et j'ai pas besoin de le retaper, de le ressaisir à chaque fois que je recrée un nouveau compte. Et dans les cas où c'est pas le cas, il y a un raccourci rapide pour pouvoir effacer le champ et le remplacer par le bon identifiant à la place. Donc voilà, c'est un usage relativement ponctuel, on peut l'utiliser dans beaucoup moins de cas que quand on a des informations connues, mais dans ces cas-là, par exemple, que je vous ai décrits, c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement puissant, et littéralement, on économise quelques secondes, on simplifie très efficacement l'expérience de l'utilisateur pour un tout petit détail en termes d'autocomplétion. Donc ça, en termes de design, c'est à discuter au plus tôt avec l'équipe tech dès que vous mettez en place ces concepts-là, parce que ça nécessite toujours un petit peu de développement sur mesure, mais par contre, c'est un gain très clair. Troisième type d'autocomplétion, c'est avec les informations capteurs, les informations de l'appareil. Typiquement, on peut récupérer
souvent la langue, la localisation GPS ou potentiellement même des informations de mouvement, des choses comme ça. Et ça peut permettre de personnaliser l'interface très efficacement. Typiquement, on va pouvoir afficher la bonne monnaie ou le bon formatage des chiffres selon la langue. On va pouvoir auto-compléter l'indicatif téléphonique du pays, par exemple, si on demande un numéro de téléphone à l'utilisateur, selon la langue du navigateur. Parce que souvent, on peut, grâce à la langue, se dire, très probablement, tiens, il a la langue français France, on peut lui afficher le +33 par défaut, même si dans certains cas, ça va pas être vrai. Ou il a la langue français Canada, on va pouvoir lui afficher l'indicatif téléphonique du Canada par défaut. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut tout simplement influer depuis ces informations système. Pareil avec l'adresse où on peut proposer l'option à l'utilisateur d'utiliser le GPS de son téléphone pour auto-remplir son adresse. Ou utiliser la caméra pour scanner des choses, etc. etc. Voilà, il y a plein de moyens d'utiliser ces capteurs de manière intelligente pour faire gagner du temps à l'utilisateur, et ça, ça donne un résultat qui pour lui est invisible ou un moyen de saisie extrêmement rapide de ces informations. C'est faisable techniquement et il y est habitué sur toutes les applications justement qui ont pris le temps de bien gérer cet autofill. Donc il faut pas hésiter, pareil, durant l'étape de design, à explorer techniquement la faisabilité pour pouvoir l'intégrer dans le parcours et simplifier l'expérience de l'utilisateur. Enfin, le dernier type d'autocomplétion, c'est ce que j'appelle les informations probables. C'est vous ne connaissez pas l'utilisateur, vous n'avez pas d'historique sur lui, vous n'avez pas forcément d'accès à ces informations capteurs qui peuvent vous aider à auto-remplir. Par contre, vous avez déjà un public que vous connaissez ou qui ont des proportions relativement importantes sur certains critères. Typiquement, vous êtes un site de vente e-commerce, quel est le moyen de livraison que la plupart de vos utilisateurs vont utiliser? Vous le connaissez peut-être en général, et donc ça peut être une bonne chose de le sélectionner par défaut pour les futurs utilisateurs. De dire 90% des gens peut-être utilisent le moyen de livraison en relais colis, je sais pas, c'est complètement juste un exemple, on va sélectionner ce moyen par défaut. Ou pareil, intéressant, quand je fais une recherche sur l'application SNCF pour un voyage, je saisis la destination et le lieu de départ, et par défaut, ça va me choisir la date d'aujourd'hui dans 6 heures. Parce que j'imagine qu'une proportion très importante des gens, quand ils recherchent un voyage, ils le recherchent pour le jour même. Et donc là, toute cette partie des gens, on a simplifié cette saisie, et pour les gens comme moi qui souvent prévoient plutôt à l'avance, on n'a pas fait perdre de temps à l'utilisateur, parce que j'ai juste un clic à faire pour accéder à la date. Et donc on peut tout simplement se baser comme ça sur des mécanismes de la plupart des gens font ça, donc on peut auto-remplir avec cette valeur par défaut, parce que pour toute cette partie des gens, ça va leur simplifier le flow, tout en faisant bien évidemment attention dans ces cas-là à comment quelqu'un qui ne va pas utiliser cette valeur par défaut va pouvoir la changer extrêmement facilement. Pour ça, vraiment dans la phase de design, faut utiliser la donnée le plus tôt possible pour se dire est-ce qu'il y a des proportions comme ça qui ressortent de manière importante et pour lesquelles on peut simplifier le flow avec une valeur par défaut. Voilà. L'autofill, on peut vraiment l'utiliser dans plein de situations, de plein de manières différentes, et en combinant ces 4 méthodes-là, on peut vraiment raccourcir le temps de complétion de ces formulaires. Bien sûr, si l'autofill n'est pas adapté, on a parlé de certaines conditions dans le cas d'avant où ça marche pas forcément, il y a des alternatives, typiquement tout ce qui est recommandations rapides, sélectionnables, où on a déjà des choses auto-complétées, mais on les a pas sélectionnées par défaut, parce que par exemple c'est dangereux, mais on va pouvoir leur permettre de faire un seul clic pour sélectionner ces informations, tout ce qui est champ avec des recommandations en live, c'est-à-dire on commence à taper une adresse et on a plein de suggestions d'adresses qui viennent se proposer pour éviter d'avoir à remplir l'ensemble des champs, tout ce qui est champ de saisie optimisé, les claviers pour mail, où on a déjà des propositions de @gmail.com, @icloud.com qu'on peut écrire en un seul tap. Voilà, il y a énormément de choses pour raccourcir le temps de complétion d'un formulaire qu'on peut mettre en place, mais clairement l'autofill c'est souvent un gain extrêmement rapide, extrêmement puissant, peu complexe à mettre en place et qui peut être très agréable pour vos utilisateurs. Pour moi c'est vraiment un élément clé pour une bonne UX,
on l'oublie trop souvent parce que on se dit oh, ça va passer, on y pensera à l'étape d'implémentation technique, mais en fait si on n'y réfléchit pas premièrement durant la phase de design, il y a trop de chances qu'on oublie ensuite, qu'on n'y fasse pas attention, qu'on n'ait plus le temps. Donc anticipez-le dès la phase de design et pensez à le tester bien en phase de QA. C'est primordial, pensez-y. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me motive énormément à continuer le podcast et puis ça permet de bien le référencer. Et enfin, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vos collègues, à vos amis intéressés par le design. Voilà, c'est toujours un plaisir d'agrandir la communauté Parlons Design. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design.